Konnichiwa les amis et bienvenue sur Parlons Japon, votre revue de presse japonaise hebdomadaire. Allez, posez votre téléphone, servez-vous un thé bien fumant ou n'importe quel breuvage réconfortant, moi je m'en fous. Cette semaine, on a un Japon sous tension. On va parler de géopolitique avec la position très délicate de Tokyo après les frappes américano-israéliennes sur l'Iran. Je sais que vous en avez entendu parler, c'était le sujet de ce week-end. On va parler sécurité aussi avec l'annonce officielle du GESTA, le futur ESTA japonais, qui va changer un peu la manière de préparer son voyage. On va aussi parler régulation du tourisme avec Kyoto et Himeji qui augmentent leurs taxes et leurs billets d'entrée. Et on terminera par une touche un peu plus légère mais très attendue avec les dernières prévisions pour les Sakura de cette année 2026. Petit aparté avant de commencer, l'épisode sera un peu plus court que d'habitude cette semaine. Pourquoi ? Parce que je suis en pleine préparation de voyage pour mes clients, ce qui est une très bonne nouvelle pour moi, je vous rassure, c'est super cool, mais ça me laisse un peu moins de temps pour creuser tous les sujets que j'aimerais vous partager. Alors là, on va aller à l'essentiel, clair, précis et efficace. Installez-vous confortablement, c'est parti. Alors d'abord, on va aborder l'actualité géopolitique majeure qui a secoué ce week-end. Là, on sort complètement du tourisme, une de mes principales thématiques. Je vais vous parler bien sûr de l'attaque américano-israélienne sur l'Iran. Parce que dans cette histoire-là, le Japon se retrouve dans une position très délicate. D'un côté, on a Tokyo, qui défend depuis des années un principe central, qui est le respect du droit international. C'est un des piliers de leur diplomatie, notamment face à la Chine ou à la Russie. Mais alors de l'autre côté, on a les États-Unis qui restent aussi l'allié absolu du pays en termes de sécurité. Donc quand Washington frappe sans mandat clair du Conseil de sécurité de l'ONU, ça crée un vrai malaise. Sanae Takaichi, donc, elle a choisi une ligne très prudente. Elle n'a pas critiqué les frappes, elle a insisté sur un point. Le programme nucléaire iranien est absolument inacceptable. Elle appelle à une solution diplomatique, au maintien du régime mondial de non-prolifération, mais sans condamner frontalement l'action américaine. Trop critiquer Washington, attention, c'est un risque diplomatique énorme. Se taire complètement, ça va risquer de fragiliser la cohérence de sa propre doctrine. Il y a aussi une autre dimension assez concrète, plus de 90% du pétrole importé par le Japon vient du Moyen-Orient. Si le conflit s'étend et menace les routes maritimes, c'est un choc direct pour l'économie japonaise comme pour la nôtre d'ailleurs. Le gouvernement a déjà confirmé être en contact avec environ 200 ressortissants japonais en Iran et se prépare à d'éventuelles évacuations dans la région. Comme ça ne suffisait pas, Takaichi doit se rendre à Washington le 19 mars pour un sommet avec Trump. Autant dire que le dossier iranien pourrait arriver au cœur des discussions. On voit donc un Japon qui avance sur une ligne de crête, défendre l'ordre international, tout en évitant de froisser son allié stratégique numéro 1. C'est du funambulisme diplomatique et pour l'instant, Tokyo a choisi la prudence maximale. Alors ça va concerner énormément de monde. Peut-être même vous. Le Japon va lancer son propre ESTA. Ça s'appellera le GESTA, Japan Electronic System for Travel Authorization. Et concrètement, si vous venez d'un pays actuellement exempté de visa pour un court séjour, alors par exemple la France, Belgique, Canada, au total il y a 71 pays, vous devrez faire une demande en ligne avant de partir. Validation obligatoire avant d'embarquer. Pas d'autorisation, pas d'avion. C'est aussi simple que ça. L'idée c'est un contrôle avant embarquement. Filtré en amont. Automatisé. Fluidifié à l'arrivée. Un peu comme l'ESTA américain. Et Sanae Takaichi l'a confirmé officiellement dans son discours de politique générale. Elle l'inscrit clairement dans sa stratégie de sécurité. Elle parle d'une cohabitation ordonnée entre étrangers et japonais. Elle dit aussi, et ça c'est hyper important, que certains comportements illégaux d'étrangers créent un sentiment d'injustice chez une partie de sa population. Mais elle ajoute qu'il ne faut pas sombrer dans la xénophobie et qu'il faut protéger la majorité des visiteurs qui respectent les règles. Alors au niveau du calendrier, on a un déploiement prévu d'ici 2028 qui est avancé par rapport au planning initial et avec l'objectif actuel de 60 millions de visiteurs en 2030, ça montre un paradoxe typiquement japonais. On veut plus de visiteurs, mais on veut aussi plus de contrôle. Parce que oui, payer pour venir, entamer les démarches, ça va freiner et rebuter certaines personnes. Pour info, les frais pourraient tourner autour de 3 000 yens, donc une vingtaine d'euros environ, même si ce n'est pas encore officiel. On continue avec une autre news, on va dire à visée touristique. Kyoto et Himeji viennent de passer à l'action au niveau des taxes de séjour. Kyoto a officiellement relevé sa taxe depuis dimanche, et pas qu'un peu. On passe désormais à un système à 5 paliers, avec une taxe qui peut grimper jusqu'à 10 000 yens par personne et par nuit pour les hôtels les plus chers. Oui, 10 000 yens. Jusqu'ici, le plafond était à 1000. Là, on change clairement d'échelle. Alors attention, pour les hébergements plus classiques, on reste entre 200 et 1000 yens selon le prix de la nuit. Mais le message reste clair, plus vous dépensez, plus vous contribuez. Objectif : doubler les recettes fiscales liées au tourisme dès 2026
pour financer la restauration du patrimoine et soutenir l'industrie touristique locale. Et c'est pas tout. À Himeji, le célèbre château classé à l'UNESCO, il est magnifique, hein. Eh ben, son billet va passer de 1000 à 2500 yens pour les non-résidents adultes. Là aussi, l'idée est assumée, l'argent servira à préserver le site, financer l'entretien et gérer l'afflux. En 2024, 1,53 million de visiteurs sont venus à Himeji, dont plus d'un tiers d'étrangers, donc on voit bien la logique. Le Japon vise 60 millions de touristes à l'horizon 2030, mais les grandes villes patrimoniales disent en parallèle « Très bien, mais vous participez ». C'est une hausse symbolique, oui, mais ça montre là encore, à l'instar de ce que je partage régulièrement, qu'il faut penser à intégrer des lieux hors des sentiers battus dans son voyage. En effet, c'est ce qui va permettre aussi de désengorger un petit peu les lieux hyper saturés, et donc d'éviter ce genre de décisions prises par les villes pour lutter contre le surtourisme ou la surfréquentation. Bon, ça y est, vous l'attendiez certainement, on a la 6e prévision officielle des Sakura pour 2026. Elle a été publiée le 26 février par la Japan Meteorological Corporation et globalement, ça avance plutôt que la moyenne dans pas mal de régions. Tokyo est annoncé en floraison dès le 18 mars, Nagoya le 17 mars, Fukuoka le 18, Osaka autour du 23 mars. On est souvent entre 4 et 7 jours plus tôt que les moyennes habituelles dans plusieurs grandes villes. Plus on remonte vers le nord, plus ça se décale. Sendai autour du 4 avril, Sapporo fin avril vers le 25-30 avril. Donc la vague rose va commencer assez classiquement par le sud et le centre dès la mi-mars, puis remonter progressivement vers le Tohoku et Hokkaido. Ce qui est intéressant, c'est que les écarts négatifs montrent un printemps qui s'installe vite, avec des températures favorables à une croissance rapide des bourgeons. Bref, si vous avez un voyage prévu entre mi-mars et début avril dans le Kansai ou à Tokyo, ça sent très bon. Et comme toujours avec les Sakura, on reste sur des prévisions. Ça peut bouger de quelques jours, mais la fenêtre se précise clairement. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode de Parlons Japon. Il était plutôt rapide, je vous l'accorde, mais si ça vous a apporté un éclairage, une nuance, ou juste une info, vous n'aviez pas vu passer, dites-le moi en commentaire, je lis vraiment tout. Pensez à vous abonner pour suivre à la fois ces décryptages d'actualité, mais aussi mes contenus qui sont plus immersifs, hors des sentiers battus, mais aussi mes contenus pratiques. J'ai par exemple lancé dernièrement une vidéo pour expliquer comment conduire au Japon, comment louer une voiture, enfin bref, un guide complet sur la location de voiture au Japon. Merci d'avoir partagé ce moment d'actualité avec moi, on se retrouve très vite pour un nouveau regard sur le Japon, c'était Parlons Japon, à bientôt.